Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, vous avez vu, c'est notre planète qui va être alignée, on est tous les deux béliers. Oui. Donc ça arrive. J'écoute. Moi au moins j'écoute le Flash Info. J'ai écouté, mais franchement, l'astrologie. Dis tout de suite qu'on a mis une mauvaise info. Non, j'ai pas dit qu'on avait mis une info, mais voilà. Tristan Walex, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Émilie Rosso, bonjour. Vous êtes réalisatrice, journaliste. On va parler avec vous du complément d'enquête qui sera diffusé sur France 2 à 23h05. Alors on dit PFAS, c'est ça ? PFAS, la grande intox de l'industrie. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Tristan, c'est votre grand retour. Vous étiez interrompu pendant quelques mois pour des raisons personnelles. Vous êtes content de revenir. L'équipe a pris le relais. Ravi parce que justement, on revient avec une très bonne enquête qu'on fait. Donc c'est Émilie Rosso et Pierre-Stéphane Faure pour complément d'enquête, mais on est en consortium avec une quarantaine de journalistes européens, Le Guardian, Le Monde, etc. Et on a des révélations vraiment très fortes sur la manière dont l'industrie française et américaine a masqué, dissimulé les dangers que l'on connaissait depuis de très nombreuses années, depuis des décennies sur ces PFAS. Donc effectivement, c'est un mot un peu laborieux. Mais PFAS, tout le monde va savoir ce que c'est. Alors, Émilie vous dira comment ce que veut dire cet acronyme. Mais en gros, c'est ce qu'il y a dans les poêles. C'est l'imperméabilisant, c'est ça. Plus que les poêles, il y en a dans les poêles anti-adhésifs, dans nos vêtements imperméables, dans les panneaux solaires, dans les batteries électriques. En fait, on en a partout. Ça a été inventé par l'industrie chimique il y a environ 70 ans. Et aujourd'hui, on est tous contaminés au PFAS. Si vous faites des analyses de sang et d'urine, on a tous aujourd'hui des PFAS en nous. Bon. Qu'est-ce que ça change d'être un groupe avec tous les journaux du monde entier pour faire une enquête ça multiplie nos audiences en fait. Ça multiplie. On est 46 journalistes. Donc c'est-à-dire que dans chaque pays, il y a eu une enquête par rapport aux médias. C'est la semaine des PFAS, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la puissance de l'enquête et la puissance parce que du relais. Parce que dans chaque pays, depuis mardi, tous les médias parlent des PFAS. C'est encore un mot qui est peu connu du grand public. Ça n'a rien à voir avec les PTFE. Alors, le PTFE est un PFAS. C'est-à-dire le PTFE, c'est celui qu'on retrouve dans les plastiques. C'est celui qu'on retrouve dans les poêles, mais aussi dans les plastiques, dans vos téléphones. Voilà, en fait les PFAS, il y en a 10 000. Donc il y en a toutes sortes et le PTFE est l'un d'entre eux. Et ce qu'on va découvrir dans l'enquête de ce soir, c'est le lobbying, c'est le contournement habile qui est fait par certaines industries justement, alors qu'il y a des interdictions européennes. On va en reparler dans un instant, mais c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Émilie, Tristan, évidemment, l'actualité, c'est l'annonce de la soirée que tout le monde espérait, un cessez-le-feu signé entre Israël et le Hamas, qui devrait entrer en vigueur dimanche. Peut-être un pas vers la paix. Immédiatement, les Palestiniens sont descendus dans les rues de Gaza pour fêter cette annonce. France 2, dans son 20h, a relié les scènes de liesse et d'espoir. Scène d'euphorie à Gaza, alors qu'un accord de cessez-le-feu vient d'être annoncé. Les larmes de cette jeune femme, les sourires de ses enfants. Certaines immortalisent l'instant où font le V de la victoire. Au sud de l'enclave palestinienne, des feux de joie dans la nuit. Une lueur d'espoir après des mois d'attente. On attend ça depuis 1 an et demi. Personne ne peut sentir ce que l'on ressent maintenant. C'est indescriptible. On est tous tellement heureux. On espère rentrer chez nous, dans nos villages et nos villes, le plus vite possible. Et on verra si... Parce que l'accord n'a pas été signé, en fait. Exactement, on verra comment les choses évoluent. Soyons prudents, mais espérons que c'est vraiment, comme je l'ai dit, un pas vers la paix. Cet après-midi, Valérie, c'est l'épreuve de force à l'Assemblée nationale avec la motion de censure déposée par le NFP. Alors, le suspense du vote, il n'y est pas vraiment. Que le Parti socialiste vote ou pas, le gouvernement ne tombera pas puisque le Rassemblement national a indiqué qu'il ne voterait pas la censure. Bon, ça n'a pas empêché nos partis politiques de s'empoigner hier sur le plateau de BFM. Alors, hier soir, c'était quelque chose quand même. Marine Tondelier a ironisé, vous allez voir, c'était drôle ce qu'elle a fait quand même, sur la non-présence de l'écologie dans le discours de François Bayrou, mis à part une certaine plante potagère. Ah oui, le poireau. Et on en parlera dans le détail tout à l'heure. Pourquoi on va censurer
on va parler des retraites, de plein de sujets ce soir. Mais franchement, sur l'écologie, c'est cata. Et donc, on voit d'ailleurs, c'est même pas au sujet de l'émission de ce soir, tout comme c'était quasiment pas à l'ordre du jour du discours de politique générale, qui était très très général d'ailleurs de François Bayrou hier. Il s'est mis à en parler au bout d'1 heure de discours et ça a duré, j'ai compté, 158 mots. Sauf quand après il a reparlé des poireaux pour comparer nos enfants à des poireaux. On peut dire que les poireaux, c'était un peu dans l'écologie. Alors, en disant, rappelons-le, que c'était pas comme les enfants n'étaient pas comme les poireaux et qui grandissaient pas tous en même temps. Non, mais c'était il y avait un peu de verdure à ce moment-là aussi. Oui, Tristan Vallet, vous ferez un complément d'enquête sur les poireaux Sur les poireaux, non. Sur Marine Tondelier, elle crève l'écran ces derniers mois et c'est un personnage, une personnalité du spectre politique intéressante. Oui. Vous vous y intéressez? Non, pas de scoop, non. Enfin, vous savez qu'on essaye toujours de veiller à ce qu'il y ait un équilibre, à enquêter sur la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Et voilà, on a d'autres personnalités. Mais oui, c'est sûr qu'elle est effectivement, ça devient une personnalité incontournable. Ça veut dire que les portraits dans complément d'enquête d'hommes politiques est toujours un... D'hommes et de femmes politiques, on continue. Voilà, il y avait une pause l'année dernière pendant la campagne électorale. Les portraits ont tous repris. Et donc voilà, on enquête à la fois sur la gauche, la droite. Mais voilà, on a déjà des personnalités de ce... On vous a accusé d'être un peu haro sur le Rassemblement national, d'avoir consacré plus de sujets au Rassemblement national. On avait les gens du... Vous savez, quand on fait une enquête sur le NFP, l'année dernière, on a fait une enquête sur Sophia Chikirou, la conseillère de l'ombre de Jean-Luc Mélenchon. On a les Insoumis qui nous ont dit « Ah, vous vous en prenez que aux Insoumis ». Quand on fait une enquête sur Alexis Kohler, l'homme de l'ombre, le conseiller secrétaire général de l'Élysée, on a des supporters de la Macronie qui vont nous dire « Vous êtes vraiment méchant avec le président de la République ». C'est de bonne guerre à chaque fois qu'on enquête sur quelqu'un. Et malheureusement, quand on enquête sur tout le monde, tout le monde nous critique. Est-ce qu'Emmanuel Macron est hors la loi, Valérie? C'est l'accusation qu'a proférée hier soir Stéphane Bern dans l'émission C'est à vous. Il l'a traité de hors la loi. Et vous savez pourquoi? À propos de la volonté du président de changer les vitraux originaux de Notre-Dame par des plus modernes. Pour lui, il ne pourra pas le faire. Anne-Elisabeth Lemoine l'a interrogé sur ce combat qui l'oppose au président de la République. Pour vous, il s'agit d'un caprice d'Emmanuel Macron. Vous parlez même d'un fait du prince. J'adore les vitraux contemporains. Il y en a à Chartres, ils sont magnifiques. Mais ne démontons pas des vitraux qui sont classés monuments historiques pour mettre à la place des vitraux contemporains. C'est pas la querelle des anciens et des modernes, c'est respecter la loi. Si je fais la même chose chez moi, c'est-à-dire que j'enlève un truc qui ne me plaît pas, qui est classé monument historique, pour mettre quelque chose qui me plaît davantage, eh bien, immédiatement, j'ai une amende, je désobéis. Donc il est hors la loi, le président? Oui, avec ces vidéos, il le sait. La Commission nationale de patrimoine et d'architecture a donné un avis unanime négatif. J'ai discuté l'autre jour avec le directeur régional des affaires culturelles qui m'a dit on va instruire le dossier, mais à peine on va donner un avis pour déposer les vitraux qui sont classés monuments historiques, il y aura des plaintes. Donc on verra la suite, Valérie. Rappelez-vous le vol il y a quelques mois des données des abonnés de Free. Plus de 17 millions de clients et leur RIB avaient été mis aux enchères sur un forum criminel. Eh bien, on a retrouvé le coupable, enfin le supposé coupable, parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Il n'a seulement que 17 ans, un mineur donc. Et on peut être surpris que ça soit quelqu'un de 17 ans, mais en fait pour les autorités, les mineurs hackers sont une monnaie très courante. C'était dans le journal de 20h. Des mineurs, derrière des cyberattaques de grande ampleur, ce ne serait pas inédit, selon le parquet de Paris. Il y a plein de raisons, ça peut être l'appât du gain, la volonté aussi d'avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, la volonté d'exister. Parfois, c'est des personnalités qui se cherchent. Surtout, le suspect interpellé cette semaine n'en serait peut-être pas à son coup d'essai. Il était déjà mis en cause dans le piratage des magasins Sport 2000 et des réseaux sociaux de BFM et RMC. Une action revendiquée à l'époque par un groupe de plusieurs hackers qui se nomme Epsilon. Sur la messagerie Telegram, il propose aussi de revendre des données. C'est fou, donc, c'est totalement fou. Ça mériterait un complément d'enquête sur les on a fait il y a 2 ans, justement sur le piratage d'Altis, le groupe appartenant à Patrick Drahi, justement RMC BFM à l'époque. Et c'est effectivement les rançongiciels, etc. C'est vraiment une problématique importante et qui prend de l'ampleur. Ils n'arrivent pas à se protéger, ces grandes sociétés. Elles arrivent, elles essayent, et justement ce qu'on avait montré à l'époque, c'est qu'il y avait eu un début de communication à l'époque entre les
ce groupe de hackers russes qui demandait une rançon et le groupe d'Altis qui ne voulait pas que ces données soient livrées au grand public. Mais c'est vrai que comment vous faites pour trier, entre guillemets, choisir les sujets, pas trier, parce qu'il y a une multitude de sujets et d'enquêtes possibles et potentiels. C'est collégial, la décision. Alors on a une conférence de rédaction tous les lundis matins avec l'équipe de complément d'enquête. On discute de ce qui fait l'actualité, de ce qui peut nous intéresser. C'est compliqué parce qu'il faut arriver à être à la fois sur le temps long, c'est-à-dire qu'on a des investigations que l'on fait pendant entre 6 mois et 1 an. Parfois, il faut être extrêmement réactif quand il y a un coup d'actualité. On parlait tout à l'heure de la guerre Israël-Hamas l'année dernière, quand il y a eu les massacres du 7 octobre. On a dû faire une émission sur le Hamas avec une vraie plus-value, parce que quand on regarde complément d'enquête, on veut un complément d'enquête. On avait fait une enquête sur le Hamas en une dizaine de jours. Donc, il faut à la fois anticiper, être sur le temps long et être quand même collé à l'actualité. Typiquement, sur le Proche-Orient, on a lancé il y a quelques mois un portrait de Benjamin Netanyahou, et effectivement, vu l'actualité en ce moment, on se dit que ça peut être le moment d'être prêt. Voilà, c'est ça. Et on essaye d'avoir un équilibre, faire un peu de politique étrangère, un peu de consommation, un peu de politique, un peu d'économie. On se dit que tous les secteurs dans lesquels il y a des enjeux de pouvoir sont intéressants à enquêter. Vous, Émilie, vous avez mis combien de temps sur cette enquête? Moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur les PFAS. Ça fait 2 ans et demi que vous travaillez sur cette enquête pour complément? Sur cette enquête pour complément, non, mais sur les PFAS, 2 ans et demi. Et du coup, on a commencé à travailler. J'ai commencé l'enquête il y a 1 an avec le groupe de journalistes. Voilà. Et on a commencé la production du complément d'enquête il y a 3 mois. Ouais, et typiquement, voilà, Émilie travaille pour France 3 Lyon. Et on a un grand groupe avec plein de synergies, et elle est venue nous voir. Le temps que ça se mette en place, parfois à France Télévisions, on sait être réactif, mais parfois certains process sont un peu longs. Et c'est vrai qu'Émilie est venue nous voir il y a 1 an pour nous dire, parce qu'elle a une vraie connaissance de ce sujet des PFAS depuis des années. Elle est très modeste, mais l'année dernière, elle a été présélectionnée au prix Albert Londres avec déjà des enquêtes pour le site web de France Info sur la question des PFAS. Et elle est venue nous voir l'année dernière pour nous dire qu'elle avait récupéré avec le consortium de très nombreux documents qui méritaient d'être prolongés, d'être révélés au grand public. Et voilà, ensuite la production, la réalisation a pris quelques mois. Et on va parler de ce documentaire. Pour finir, il était temps, Valérie, à 82 ans, Eddie Mitchell va être enfin reconnu par ses pairs. Ça a été annoncé en début de semaine. Il va recevoir une victoire d'honneur pour toute sa carrière. Rendez-vous le 14 février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, on pourra lui dire. Émilie Rousseau pour parler du complément d'enquête sur les PFAS. Les PFAS qui sont des molécules chimiques, je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, il y en a un peu partout. Et c'est une enquête implacable sur les lobbies et sur le détournement de la loi européenne. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média. Les invités du jour. Les invités du jour, Émilie Rousseau, vous êtes journaliste, réalisatrice, vous avez signé ce reportage qu'on va pouvoir voir ce soir de cette enquête, dans Complément d'enquête. PFAS, la grande intox de l'industrie, et Tristan Walex, le boss de Complément d'enquête, qui revient ce soir dans les fauteuils rouges. Il y aura qui dans les fauteuils? Le directeur général de Tefal, Stanislas de Gramont, donc Tefal qui produit les fameuses poêles, enfin, directeur général de SEB en fait, c'est le groupe SEB à qui appartient Tefal, c'est un géant de l'industrie, leader mondial du petit électroménager, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est bien qu'il joue le jeu, parce qu'il est très accusé dans la société Tefal, en tout cas les poêles Tefal sont très accusés dans votre doc. C'est le principe de complément d'enquête. On fait des enquêtes sans concession, mais on trouve ça intéressant d'avoir du contradictoire, de la nuance, de la précision. Et effectivement, alors ça a été des semaines, voire des mois de négociations pour qu'il accepte de jouer le jeu. Mais il se livre à cet exercice de transparence. Il livre quelques éléments de langage, on en démontre quelques-uns. D'autres arguments sont plus ou moins entendables, mais voilà, c'est le principe de complément. Comme c'est un sujet un peu compliqué, les choses chimiques, Émilie, avant de parler de votre reportage et votre enquête qu'on va voir ce soir, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Ce sont des molécules miracles peu connues du grand public et pourtant présentes partout. De nos poêles anti-adhésives à nos vêtements imperméables, complément d'enquête sur les PFAS dont certains, polluants, toxiques et cancérogènes, sont aujourd'hui interdits. Toute notre planète est contaminée. Que savaient les industriels français comme Tefal ou Arkema de leur dangerosité? Le silence, c'est l'ennemi de la justice, hein. En collaboration avec 46 journalistes européens, révélation sur plus d'un demi-siècle de mensonges des géants de la chimie.
Complément d'enquête, présenté par Tristan Walex, c'est jeudi soir, juste après Envoyé spécial, sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors Émilie, c'est quoi les PFAS? Alors les PFAS, il y en a partout. Ouais. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, là vous en avez dans votre mascara, vous en avez dans votre téléphone, moi j'en ai sur ma veste. En fait, ce sont des molécules qui sont extrêmement résistantes. Il y en a près de 10 000. Si vous voulez, ce qui est étonnant sur ces PFAS, c'est que ça n'existe pas à l'état naturel. C'est l'homme qui les a créés et qui en a mis partout. Mais ils sont quoi, dans le plastique plutôt? Mais alors qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi on les met partout? On les met partout parce qu'ils sont ultra résistants. À quoi? Aux températures, aux dégradations, au froid, au chaud. Ils n'aiment pas le gras, ils n'aiment pas l'eau, donc ça permet de rendre imperméable, ça permet de durer dans le temps. Donc en fait, c'est pas forcément plastique. On va en avoir dans certains plastiques, comme par exemple effectivement le revêtement anti-adhésif, mais aussi les semi-conducteurs de vos ordinateurs. Mais on en a aussi des imperméabilisants, par exemple dans les emballages alimentaires. Sur vos vestes. Donc voilà, c'est vraiment, il faut vraiment avoir en tête que c'est une famille très large de molécules. Donc on a plusieurs formes, on a des gaz, on a des plastiques, etc. Et que on en a vraiment partout. Mais reprenons votre exemple du mascara de Valérie. J'ai deux questions là-dessus. Moi qui me maquille jamais. Voilà, du mascara. Sauf aujourd'hui. Pour le retour de Tristan. Il y a 20 ans, on se mettait du mascara et ça posait pas de problème. Pourquoi aujourd'hui ça pose des problèmes? Et est-ce que le fait de mettre du mascara peut donner le cancer, ou c'est tellement infini de ce qu'il y a dans le mascara que globalement on s'en fiche? Alors il ne faut pas dire que c'est de mettre le mascara qui va donner le cancer. Par contre, c'est de produire le mascara avec ces PFAS qui va émettre des PFAS dans l'environnement et qui fait qu'on va les boire, qu'on va ensuite en manger et qu'il y en a partout. Donc il faut vraiment voir le problème des PFAS comme un problème d'émission pour fabriquer des objets du quotidien. Ça se retrouve dans nos eaux alors? Eh bien parce que l'industrie pour l'instant, en fabriquant, en tout cas sur les dernières 70 les rejets. Voilà, les dernières 70 années de rejet de PFAS à l'environnement puisqu'elles n'étaient pas réglementées. Ouais, alors Gilles, un auditeur nous dit, j'ai vu à propos du complément d'enquête un reportage dans le journal de France 2, et l'usine Tefal en France, c'est ce qu'on va voir ce soir, avait pollué le cours d'eau et que les gens étaient empoisonnés depuis des dizaines d'années. Eh bien, c'est le sujet du complément d'enquête. C'est ce qu'il faut regarder ce soir. Donc, mais la question que j'ai envie de poser, c'est quand on le regarde, on a la réponse, mais est-ce qu'il faut avoir peur de ces PFAS au quotidien? En tout cas, ces PFAS sont persistants. Donc, ils rentrent dans le corps humain et une fois qu'ils sont rentrés dans le corps humain, ils y restent. Et ils y restent pendant des années. Donc, c'est ça qui va... Quelle est la dangerosité pour notre corps? Alors, la dangerosité, il y a certains PFAS qui sont aujourd'hui reconnus comme étant toxiques, cancer du rein, cancer des testicules, mais sont aussi des perturbateurs endocriniens. Donc, même des petites doses de PFAS vont provoquer certaines perturbations endocriniennes. C'est aussi très dangereux pour les enfants. Tristan, tout à l'heure, vous disiez en quoi me mettre du mascara ou avoir été en contact avec du PFAS, faites ce que vous voulez. Il y a 20 ans, était problématique. On ne sait pas. On sait aujourd'hui qu'il y a une explosion des cancers environnementaux, et le cancer, on sait par définition que c'est multifactoriel, et on ne sait pas effectivement quelle est la part de ces substances toxiques, dont certaines sont reconnues cancérogènes, dans l'explosion de ces cancers environnementaux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on interroge des médecins, en particulier des gynécologues qui traitent de la fertilité, pour avoir discuté justement avec quelqu'un qui est en exercice depuis une trentaine d'années, ils voient vraiment la baisse de production, des spermatozoïdes et la baisse de fertilité chez les femmes. Les PFAS, oui, sont liés à la baisse de fertilité chez la femme. Alors, et ça, c'est avéré, c'est effectivement reconnu. Après, ça prend du temps, il faut des études épidémiologiques, et c'est pour ça que ça prend des décennies, et l'industrie profite justement de ce temps nécessaire à la science pour pouvoir continuer à diffuser des molécules pas tout à fait propres. Ça veut dire que Tefal ou les autres sociétés, on va parler de 3M par exemple, ils l'ont fait volontairement, ils savaient que c'était mauvais pour l'homme? Alors c'est la difficulté, c'est tout l'enjeu en fait des PFAS. Alors, en l'occurrence 3M, oui, puisqu'on a les preuves que dès les années 60, c'est-à-dire avant même que ces PFAS soient mis sur le marché, connaissaient la dangerosité de certaines de ces molécules. Parce que vous avez rencontré, comment elle s'appelle? J'ai rencontré Chris Hansen, qui travaillait pour 3M à l'époque, et qui, en 97, son boss lui demande de faire des analyses de sang et de chercher des PFAS dans le sang d'échantillons de la population américaine. Et en fait, elle en trouve. Et à chaque fois qu'elle en cherche, elle en trouve. On écoute l'extrait.
Minnesota, dans le nord des États-Unis. Cette femme a travaillé 26 ans pour l'industrie chimique. Mais la scientifique est devenue lanceuse d'alerte. Elle nous emmène sur le site historique de son ancien employeur, 3M, l'inventeur des PFAS. L'héritage chimique de 3M commence dans cette usine. C'est l'un des premiers sites où la production de masse des PFAS a commencé aux États-Unis. On peut dire que cet endroit est à l'origine de la contamination de toute la planète. Chris Hansen travaillait dans les laboratoires de l'industriel. Sa spécialité, détecter les PFAS. En 1997, ses supérieurs lui donnent une nouvelle mission. Analyser ces molécules dans le sang humain. Elle fait alors une découverte étonnante. Les molécules de 3M ont contaminé toute la population des États-Unis. 3M avait déjà trouvé des PFAS dans le sang de ses travailleurs de nombreuses années auparavant, ce qui n'était pas très surprenant. Mais quand nous avons trouvé des traces de produits chimiques dans le sang que nous avions acheté auprès de laboratoires ou de la Croix-Rouge et qui représentaient le grand public, là, c'est devenu un peu effrayant, inattendu. Ouais, ça pose cette question-là de la santé, mais ça pose aussi la question du lobbying, hein, votre documentaire. La question de la dissimulation. Et de la dissimulation, c'est-à-dire que savaient-ils et comment ils ont contourné finalement un certain nombre d'interdictions. En fait, il y a deux choses. C'est la dissimulation, c'est-à-dire qu'ils savaient et ils l'ont caché. Et en plus, il y a du lobbying, c'est-à-dire que ils continuent de défendre ces molécules et de mettre en place des stratégies de désinformation pour continuer à les produire. Mais vous vous rendez compte même du temps perdu, c'est-à-dire que là, c'est 3M, mais on a aussi Dupont, des documents sur Dupont. En 1961, on sait aujourd'hui, on en a la preuve et les documents seront diffusés ce soir dans complément d'enquête, que Dupont connaissait la dangerosité. C'est un géant de la chimie américain qui a vendu notamment le fameux revêtement. Et dès 1961, Dupont sait que le PFOA, donc est un type de PFAS, est potentiellement problématique et il a fallu attendre 60 ans, c'est en 2020 seulement que le PFOA se retrouve interdit en France. Et en attendant, alors Tefal a été plus vertueux, hein, pour le coup, il faut leur reconnaître ça que d'autres, mais parce qu'en 2012, Tefal a arrêté d'utiliser du PFOA, donc reconnu aujourd'hui comme cancérogène avéré pour fabriquer ses poêles, mais vous vous rendez compte du temps perdu. Est-ce que Tefal a été mis au courant? Nous, on a retrouvé des documents montrant qu'ils connaissaient les dangers début des années 2000. Mais voilà, l'industrie américaine, les géants de la chimie américaine le savaient depuis plus de 60 ans. On fait quoi, on jette nos poils? On prend quoi comme poil, très clairement. Là-dessus, c'est là-dessus où on se dit c'est directement en contact avec les aliments. Il y a un biais, c'est vrai que nous on pense poil, Tefal, le revêtement, etc. Ce qui est problématique, c'est pas forcément la contamination directe du revêtement. C'est-à-dire que même Tefal qui utilisait du PFOA nous explique que le PFOA était utilisé pour la fabrication des poils, mais qu'a priori, c'est contesté par d'autres, mais qu'a priori il n'y en avait pas sur le revêtement lui-même. Le problème, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Émilie, c'est la contamination en fait via les cours d'eau, le fait que l'on pollue et qu'ensuite ce PFOA, comme on a affaire à des molécules hyper solides, elles sont indestructibles, elles sont cancérogènes mais indestructibles. Que dit la loi? Est-ce que c'est interdit maintenant? Alors il y a certains PFAS qui sont interdits, mais pas tous. Et c'est tout l'enjeu de la restriction européenne qui est en cours d'analyse, hein, c'est de dire en fait on va interdire toute la famille. Pourquoi? Parce que l'industrie, une fois qu'une molécule est interdite, elle va en inventer une autre qui est de la même famille et qui va s'avérer par la suite tout aussi toxique. Donc l'Union européenne a dit stop, on va arrêter toute la famille des PFAS, c'est une grande première et ça c'est en cours d'élaboration. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un lobbying intense. Faut regarder. Alors il y a un auditeur qui me dit est-ce qu'on doit criminaliser les lobbies? C'est un vaste. Vous aviez fait un sujet sur les lobbies? Les lobbies quand ils utilisent des arguments qui sont trompeurs, de la désinformation, oui ça c'est problématique. C'est pas le fait de faire du lobbying qui pose problème, c'est le fait d'utiliser des arguments qui sont erronés. C'est toujours un peu le principe du lobbying. Oui, après c'est aussi la classe politique qui est censée vérifier que les éléments de langage qu'on lui donne ne sont pas faux. Le jeudi suivant, il y a une grosse enquête sur les OQTF. Jeudi prochain, effectivement, on revient. Alors voilà, on fait un autre acronyme qui divise la France, 4 lettres, donc sur les OQTF, obligation de quitter le territoire français, avec Bruno Retailleau qui sera dans les fauteuils rouges. Et on pose la question
question. Pourquoi la plupart des OQTF ne sont pas appliqués? Est-ce que la France expulse beaucoup ou pas? On sait que ça divise beaucoup la classe politique et les débats citoyens, et donc ça va être une très bonne enquête également. Et Valérie, avant de regarder complément d'enquête, un petit clin d'œil à nos amis d'M6 avec le lancement de Pékin Express et des 20 ans de Pékin Express qui ont lieu en Afrique. Demain, on recevra Stéphane Rothenberg. Absolument. Donc, vous pouvez vous faire une soirée M6 et puis après France 2 et de regarder Pékin Express ce soir qui fait son grand lancement. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler des air fryers. Peut-être une grande enquête un jour sur les... Vous savez ce que c'est? J'en ai eu un pour Noël de la part de ma maman. J'aimerais bien savoir s'il y a des PFAS à l'intérieur des air fryers. On va demander à quelqu'un qui a fait une enquête incroyable. Que choisir dans un instant et avec vous aimez nous. Bien l'air fryer? Je suis en plein déménagement, je ne l'ai pas encore déballé, pardon maman. Non, moi je dis que ça sert à rien. Arrêtez. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.